Bonjour et bienvenue à ce webinaire du forum Pamela Award d'Hygiène sur le reportage des crises. Un forum qui fait désormais partie du réseau international des journalistes Hygiène, du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. Hygiène, c'est le premier centre de ressources au monde pour les journalistes. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum, et je suis très heureux de vous retrouver ce jeudi pour discuter des erreurs les plus courantes sur les journalistes. Tout le monde fait des erreurs, mais les journalistes doivent s'efforcer de ne pas en commettre. Nous n'organisons pas ce webinaire pour le plaisir d'énumérer les fautes journalistiques, mais pour le bonheur de les corriger et surtout pour aider les journalistes à s'en prémunir. Et on va en parler avec nos deux panélistes. Pour le moment, le second panéliste n'est pas encore là. Nous espérons qu'il va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais en attendant, nous avons Monsieur Gérard Huisson. Bonjour, Monsieur Huisson. Votre micro n'est pas activé. Voilà, c'est parfait. Non, pas encore. Bonsoir, Monsieur Balao. Comment vous allez? Je vais bien. Il fait très chaud actuellement, Lomé. Il fait une chaleur terrible, Ouais, mais je vais bon, m'isoler ici pour faire. on ne s'y habitue pas. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. C'était un plaisir, un réel plaisir. Nous rappelons aux confrères, aux consoeurs qui participent à cette session que M. Gérard Huisson est le directeur de publication du journal SICA. Bonjour, M. So, depuis la Guinée. Bonjour Kossi, bonjour à tous. Je suis pas en Guinée, je suis à Dakar. Ah, C'est pourquoi j'ai pris un peu de retard pour vous répondre. comment vous allez? Ça va bien, ça va. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet événement que nous organisons. Je vous en prie, c'est un plaisir. Monsieur So est le cofondateur, le directeur de publication de Guinée Tchèque. Merci. On va procéder de la manière suivante. Une série de questions-réponses et ensuite les interventions des participants. Pour commencer, Monsieur Wesson, j'ai une question pour vous. La question de savoir, est-ce que c'est une bonne idée de parler des erreurs qui nous arrivent de commettre en tant que journaliste? Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et ça me fait beaucoup honneur. D'abord, j'étais très surpris ben, qu'on me fait appel. Je vous en remercie. Donc, disons que dans tous les cas, c'est un signe d'intelligence pour un être humain de se remettre en question, de, de se demander à mi-chemin, est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que ce que je fais est totalement mauvais? Ou bien c'est à moitié bon, à moitié mauvais? Donc, votre idée, elle est géniale. Vous nous invitez à nous poser des questions sur nous-mêmes. C'est rare, c'est original, c'est intéressant. Merci. Cher So, les journalistes dénoncent ce qui ne va pas ailleurs, les erreurs qui se font dans d'autres secteurs d'activité. Mais pourquoi est-ce difficile d'aborder nos propres erreurs? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Euh, Comme l'a dit tout de suite Gérard, je pense que souvent, c'est facile de voir à partir de notre fenêtre les passagers, en fait, c'est-à-dire le problème des autres. C'est-à-dire à partir de là où nous sommes, on voit beaucoup plus la situation des autres que notre propre situation, ce qui peut beaucoup plus impacter sur notre propre développement. Alors, pour répondre à ta question, je pense que c'est pas si difficile, c'est pas si compliqué, mais c'est difficile et c'est compliqué. C'est pas si difficile parce que on est tous humains. Donc, pour bien faire les choses, nous devons constamment documenter nos pratiques. C'est-à-dire, après une journée de travail, relire nos propres articles, voir nos propres manquements sans attendre que d'autres personnes ne le fassent à notre place. Ça, c'est un premier point. Et si on ne le fait pas, nous accumulons des problèmes
des problèmes et des problèmes. Donc, d'erreur en erreur, ça devient, ça légitime maintenant des fautes. Donc, c'est là où souvent euh, les fautes professionnelles interviennent. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ta première question. Parlons d'erreurs. Les journalistes peuvent se rendre coupables d'erreurs factuelles, d'erreurs de conclusion, d'erreurs d'interprétation, d'erreurs aussi d'erreurs sur les chiffres, d'erreurs de données. Mais, Monsieur Gérard, vous me disiez avant le début de ce webinaire que vous voudriez parler plutôt de la violence verbale. Quels sont ces types d'erreurs-là que vous voulez partager avec les confrères? Votre micro n'est pas activé, encore une fois. Le micro n'est pas activé. C'est parfait. Voilà. Je voudrais d'abord mettre une petite différence entre faute et erreur. Parce qu'une erreur, c'est une faute qu'on commet par mégarde. Vous voyez? Alors qu'une faute, parfois nous commettons des fautes, de vraies fautes. Quand j'ai lu votre introduction, où vous avez parlé de biaiser l'information, je considère que biaiser l'information n'est pas une erreur, mais c'est une faute, parce qu'on le fait sciemment. Et quand vous me parlez de plagiat, je considère que le plagiat n'est pas une erreur. C'est sciemment qu'on est parti copier l'autre pour lui voler sa propriété intellectuelle. Par contre, si j'utilise un mot qui n'est pas dans un bon contexte, on peut parler d'erreur. Si, par exemple, je donne un titre inadéquat, ça peut être une erreur. Donc, moi, je tiens vraiment à mettre cette différence entre faute et erreur. Les erreurs, on peut toujours les pardonner, quand bien même elles peuvent être très graves parfois, mais les fautes, alors là, ce n'est vraiment pas pardonnable, mais parce que souvent, on les fait sciemment. Et donc, si vous me permettez que je continue. Oui, bien sûr, allez-y. D'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je voudrais m'appesantir sur les mots violents, les mots de haine, ce qu'on appelle la violence verbale. Cette violence verbale-là, qu'on retrouve souvent en Afrique et qui nous a amené, je ne veux pas citer d'exemples, mais à des situations très catastrophiques. Hein. Pensez à, suivez mon regard en 1994 et tout ça là. Et donc, la violence verbale, de violence verbale en violence verbale, on peut aboutir à un chaos. C'est pour ça que je trouve que cette violence-là est une faute extrêmement grave de nous, les journalistes, une faute sur laquelle nous devons nous appesantir parce qu'il y va de l'avenir de notre continent. Voilà pour le moment. Cher Monsieur Sow, plusieurs erreurs se font dans le métier. Il n'y a pas que des erreurs, il y a aussi des boutes, il y a aussi des fautes comme la nuance que vient de nous offrir M. Wesson. Mais y a-t-il en fait certaines erreurs en particulier que vous avez constatées chez vous en Guinée? Alors, pour répondre à cette question, quand nous regardons de façon générale, de façon holistique, la pratique journalistique, euh, c'est là où il faut un peu contextualiser les choses. Moi, j'en ai listé quelques points. D'abord, le premier point, c'est d'abord, le plus souvent, ce que je constate, c'est que nous confondons faits et opinions. C'est-à-dire, lorsque nous confondons faits, qui est factuel, qu'on peut identifier, qu'on peut dater et tout ce qui s'ensuit, et nous mélangeons les faits aux opinions, là, pour moi, je ne sais pas dans quelle catégorie mettre, peut-être ça dépendra de ce que nous allons convenir, mais pour moi, ça, c'est une intention délibérée. Donc, moi, je ne peux pas mettre ça dans une catégorie d'erreur parce que c'est intentionnel. Parce que nous savons qu'une opinion, elle est personnelle. Mais lorsque nous essayons de l'entremêler à un fait,
C'est sciemment fait. Ça, pour moi, ce n'est plus une opinion. Pardon, ce n'est plus une erreur, mais c'est plutôt une intention. Et cette intention, maintenant, ça dépend de la personne qui entremêle fait et opinion. Sinon, journalistiquement parlant, nous devons nous atteler aux faits. Les opinions, ça, on doit le mettre de côté. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je constate le plus souvent, ça peut être la Guinée, peut-être ça peut être dans d'autres pays, mais particulièrement en Guinée, c'est que on n'essaye pas suffisamment de contextualiser nos éléments, nos productions, nos papiers. Si on ne contextualise pas, supposons que moi je suis en Guinée, ou je suis au Sénégal, je ne connais pas bien le sujet. Lorsque des éléments de contexte manquent à l'appel, ça prête à confusion. Et à l'absence d'éléments de contexte, une autre personne qui veut comprendre le sujet peut ne rien comprendre parce que tout simplement, il manque énormément de données, il manque suffisamment d'éléments qui vont permettre à cette personne d'apprécier ou ne pas apprécier le sujet, mais la compréhension peut ne pas aboutir lorsque nous manquons d'éléments de contexte. Et l'autre point que j'ai constaté, c'est de prendre le buzz comme un modèle économique, ce qui amène à ce qu'il y ait beaucoup plus de problèmes de compréhension, parce qu'on cherche des clics pour satisfaire notre modèle économique. L'autre problème encore que j'ai noté, c'est que, comme je le disais en amont, le buzz remplace, donc le buzz est devenu un modèle économique, donc on privilégie le clic à l'intérêt général, qui nous amène à ne pas dissocier, comme l'expliquait tout à l'heure Gérald, entre faute et erreur, parce qu'on est là à chercher des clics. Plus nous avons des clics, mieux nous attendons à une rémunération, nous attendons à ce que notre compte soit beaucoup plus crédité en fin de mois. Et donc, on ne met plus l'intérêt général au service du journalisme, mais plutôt on met le journalisme au service du clic. Et là, ça devient notre problème. Le dernier point que j'ai constaté qui amène à ce qu'il y ait beaucoup plus d'erreurs, nous ne sommes pas focus sur une thématique donnée, c'est-à-dire il y a un manque de spécialisation. Si M. Gérald qui est là, il traite beaucoup plus les sujets environnementaux, il va apprendre beaucoup plus. Et si on n'est pas spécialisé, si on essaie de traiter des sujets généraux, beaucoup de compétences vont nous manquer. Ça peut être des compétences en droit, ça peut être des compétences en géopolitique même, qui concernent le domaine dans lequel nous sommes. Donc, on traite le tout, on s'attaque à tous les domaines, mais on n'essaye pas de nous concentrer sur une thématique donnée, ce qui fait qu'on peut placer un mot là où il ne devrait pas y être. Par exemple, aujourd'hui, il y a énormément de discussions entre la désinformation et la manipulation de l'information. Qu'est-ce qu'il faut considérer? Ou fausse information, parce que quand vous dites fausse information, est-ce qu'il y a une vraie information? Là, ça dépend. Donc, pour moi, il va falloir beaucoup plus. Parfois, ce sont des éléments de sémiologie, mais qui méritent d'attirer notre attention. C'est là où il y a des erreurs parce que, voilà, on ne cherche pas à nous focaliser sur une thématique donnée, très malheureusement. Merci. Merci, Monsieur So. Vous avez abordé plusieurs sujets. Vous avez parlé aussi de la spécialisation, des compétences, et ça me rappelle le webinaire que nous avions organisé en début de mois, les compétences que doivent rechercher les journalistes en 2024. Et justement, l'un de mes invités parlait disait que les journalistes ont besoin en 2024 de compétences scientifiques, de connaissances philosophiques, ont besoin aussi des compétences, de connaissances en humanité. Mais, Monsieur Gérald, cette question, je vous la pose de savoir, ne pas aussi disposer de certaines compétences, ne pas disposer de certaines connaissances avant de se lancer dans ce métier, est-ce que c'est une faute ou une erreur? Ben, là, moi, je parlerai de carence, en fait. Ce n'est ni faute ni erreur, mais il s'agit d'une carence. Parce qu'un journaliste, avant tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup de
comment on dit, une culture générale assez large. Être journaliste, c'est d'abord ça. Parce que moi, je peux voir un journaliste aujourd'hui interviewer un philosophe et demain, il peut interviewer un économiste. Ça veut dire qu'il a une base assez solide, mais pour comprendre un peu de tout. Parce qu'un journaliste, ce n'est pas forcément un spécialiste. Nous sommes là, nous rencontrons différentes personnes, nous rencontrons des médecins, des infirmiers, des éboueurs, des sportifs, mais toujours est-il qu'on s'en sort toujours parce que nous avons une connaissance, une culture générale assez fournie. Et donc, bon, moi, sur ce point, je n'ai pas tellement de complexe, je n'ai pas trop de choses à réclamer aux journalistes. Il suffit d'avoir lu beaucoup et de continuer à lire, d'être à la page, comme on dit. Mais là où je suis tenté d'aller prendre des cours chez mon confrère So, c'est quand il a fait une différence entre les faits et les opinions. Là, je vais prendre son numéro chez vous après pour prendre un cours spécial. C'est très bon le développement qu'il a fait, c'est très intéressant. Et mais là, je me pose une question. Quand on me parle du factuel, je prends un exemple très bête. On a pris un voleur qu'on a frappé. Moi, je fais mon papier, je dis, ce voleur a été frappé. Ça, c'est le factuel. Maintenant, ce voleur a été violemment frappé. Alors, on va me parler d'opinion. Si vraiment la personne était en sang, ensanglantée, je peux trouver ça violent. Mais quelqu'un, un boucher, par exemple, qui est habitué à voir le sang, peut trouver que c'était rien. Vous voyez un peu? Dans cette affaire d'opinion et de fait, je pense que c'est très relatif. C'est un truc sur lequel on va longtemps discuter, mais faire un papier sans y mettre ses propres opinions, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce métier. J'ai commencé à cette étant étudiant, mais chaque fois que le papier est dénudé de notre propre opinion, alors ça devient insipide. C'est comme ça ici, ça n'a pas de goût. On a frappé le voleur, on a fait ceci, on a fait cela, et puis point. Mais quand on dit, ah, ça, c'est pas bon parce qu'on l'a violemment frappé, parce qu'on a fait ceci, alors c'est là que ça devient intéressant. Voilà ma première remarque. Mais je voudrais noter que dans tout ce que nous faisons, il y a un censeur qui est très efficace. C'est nos lecteurs, nos spectateurs, nos téléspectateurs et nos auditeurs. Je m'explique. Moi, je suis dans le journal écrit et dans la satire. Nous faisons beaucoup de caricatures. Quand vous prenez le journal Sika, c'est une vingtaine de caricatures à chaque fois. Et je vais vous expliquer. Quand nous avons, par exemple, un titre, une image ou bien un dessin obscène, où on parle de sexe et tout, mais vous voyez, nos ventes diminuent en même temps. Ça veut dire qu'il y a un public qui censure. Quand nous parlons de faits blasphématoires, parce que le Togo, les gens sont, avec Dieu, on ne blague pas. Dès qu'il y a un peu de blasphème, un peu de ceci à la religion, vous voyez les gens, paf, ils nous zappent. Mais là où je reviens à ma fameuse violence, nous avons remarqué que quand nous publions des images violentes, ça ne semble gêner personne. Exactement comme sur la toile, sur Internet. Quand vous publiez l'image d'un accident où les gens sont déchiquetés, les gens sont, vous voyez du sang partout, vous voyez que c'est les images les plus partagées. C'est là où moi j'ai des inquiétudes, où je me pose la question, est-ce que c'est nous les journalistes qui sommes violents ou bien nous évoluons dans une société violente? C'est ma question. Surtout quand je sais que les journalistes sont une émanation de la société. C'est la société qui nous a fabriqués. Alors, ces fautes que nous commettons, est-ce que ces fautes-là ne viennent pas de notre éducation ou bien d'un environnement violent en général? Il y a Maria Ressa, elle est prix Nobel de la paix 2021. Elle a écrit ceci: la violence en ligne est une violence du monde réel. La violence en ligne est une violence du monde réel. Ça veut dire que tout ce que nous trouvons en ligne, sur la toile, toute cette violence-là, cherchez dans nos sociétés, vous en trouverez la cause, la racine.
Alors moi, je me pose aujourd'hui la question, est-ce que la violence que nous faisons dans nos lignes, dans nos médias, est-ce que ce n'est pas une violence qui vient de la société? Et je m'arrête là en attendant. Je suis convaincu que M. Sow a beaucoup de choses à dire, surtout sur l'aspect fait et opinion. Euh, je pense que nous avons eu un débat intéressant à ce sujet et ça peut aussi faire l'objet d'un webinaire. On va sortir carrément des erreurs pour parler d'une autre thématique qui est très intéressante. Mais ça, c'est Eric Nahon qui le disait la dernière fois aussi lors d'un webinaire que en 2024, nous avons besoin de faits contre les opinions, que nous avons besoin de faits pour éclairer les opinions. Et je veux revenir, puisque nous parlons des erreurs, des fautes, c'est le lieu de les corriger justement. Je donne un exemple aussi. Un syndicat qui appelle à une grève, ça c'est un fait, n'est-ce pas? Un syndicat qui appelle à une grève ou un médecin qui fait peut-être un mauvais diagnostic et qui résultant d'une erreur médicale, ça c'est un fait. L'opinion, c'est de dire peut-être que le syndicat n'a pas raison d'appeler à la grève parce que tant ils ont été peut-être soudoyés. Et je pense que l'opinion relève beaucoup plus d'un jugement personnel, d'un jugement, d'un avis, ou d'un jugement, d'un avis, ou même d'un sentiment. Et ce qui est tout contraire à un fait. Un fait, c'est un acte, c'est une action, comme le syndicat qui appelle. Mais lorsque je dis dans mon article, par exemple, que un voleur a été violenté. Je pense que c'est une erreur si le voleur n'a pas été violenté et que je me permets, en tant que journaliste, de commenter ce acte sans prendre le soin d'apporter des preuves. Si le journaliste a vraiment été violenté, quels sont les éléments qui m'amènent à dire que le journaliste a été violenté? Nous disons que le journaliste est un témoin. Est-ce que c'est un fait que j'ai été amené à observer ou est-ce que je suis en train de le dire de moi-même? Je ne sais pas vraiment, c'est pas le. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Monsieur So, que répondez-vous au confrère Gérard? La question que le confrère soulève, c'est une question importante. C'est une question parfois d'ordre même philosophique, parce que moi, Oui. ça m'arrive à beaucoup plus discuter avec certaines personnes. La question, elle est parfois d'ordre philosophique, et c'est parfois, ça, ça revient parfois à cette question d'impartialité, où on a une subjectivité, en quelque sorte, à partir du moment où on choisit même le sujet que nous traitons, on dit non, déjà, il y a un parti pris. Maintenant, revenons par exemple aux faits et aux opinions. Je vais vous donner un exemple. Comme tu l'as tout de suite dit, je vais dire tout de suite que ma femme a été Miss Guinée 2023. Ça, c'est un fait. Parce qu'il y a une date et c'est possible de vérifier. Mais quand je dis tout de suite que ma femme est la plus belle au monde, c'est une opinion. C'est clair. C'est une idée de tout fait. Et donc, les faits, les opinions sont personnelles. C'est pas en utilisant, par exemple, comme l'a dit le confrère, des superlatifs pour décrire un événement qui, en utilisant ces superlatifs, cela équivaut à dire que forcément, il y a une opinion à l'intérieur. Non, là, on est dans une description. Parce que comme il a dit, il décrit comment le voleur a été traité. Donc, là, c'est l'observation. Il décrit s'il a été pourchassé. Là, c'est une description. Là, on est vraiment dans du factuel. Il voit, il décrit la manière dont le monsieur est en train d'être pourchassé ou arrêté, qu'est-ce que c'est encore. Mais c'est que, je prends un exemple. Nous avons beaucoup plus dans nos médias des émissions de talk show, souvent. Et dans ces émissions, si vous constatez ou vous les analysez, nous avons beaucoup plus les expressions genre je pense, je crois. Et lorsque nous y mettons beaucoup plus, là, c'est ce que moi j'appelle en quelque sorte du bavardage en temps réel. Parce que, au lieu de dire que selon un document du ministère, selon une analyse telle, un ministre a été accusé de cela, vous allez entendre quelqu'un vous dire
je crois que ce ministre mérite d'être poursuivi. Mais poursuivi sur la base de quoi? Et donc, pour moi, en tant que journaliste, ce sont les faits que nous devons mettre en avant. Les commentaires sont personnels. Donc, les opinions, ça, c'est un parti pris à nous. Mais si nous voulons éclairer le débat public, ce sont les faits que nous allons mettre en avant et non notre propre opinion. Parce qu'à partir du moment où nous mettons notre propre opinion en avant, nous-mêmes, on fait en sorte que le débat public soit orienté de la manière dont nous voulons. Et là, on n'est plus dans cette optique informative, on est plutôt dans une optique beaucoup plus de rediriger ou de diriger les opinions vers X position. Et là, on sort carrément du cadre journalistique. Monsieur bien. Gérard. Bon, c'est bien. Même Ça si devient intéressant. Ouais, c'est intéressant, même si j'ai quelques petites réserves. Non, allez-y, Je franchement. prends On est entre l'exemple confrères et c'est une conversation de journaliste, donc. Monsieur, mon confrère So, il a bien fait de dire que c'est un débat plutôt philosophique, hein. Et en philosophie, on continue toujours à se poser des questions. Quand je prends nos confrères de Paris Match, par exemple, qui sont des journalistes, pas des moindres, mais c'est pas rare de dire, par exemple, la Miss Guinée, je prends le même exemple, hein, dans sa robe ravissante, dans sa robe, c'est vrai qu'elle est dans une robe. Mais dès que je dis qu'elle est ravissante, alors ça devient mon opinion. Parce que ce n'est pas évident. Si on ne doit plus utiliser d'adjectifs, de superlatifs, je crois que nos papiers, notre métier risque de se vider de toute sa substance. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, on nous apprend à l'école de journalisme, c'est le BABA, que le journaliste a un rôle d'éducateur. Quel est cet éducateur qui n'a pas d'opinion, qui dit seulement ce qu'il a vu, sans dire ça, c'est pas bien, ça, c'est moins bien, on peut mieux faire. Si on n'a pas cette capacité de situer les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, comment est-ce qu'on pourra les éduquer? On dit qu'on a brûlé un voleur quelque part. Je me contente de dire on l'a brûlé, point. Où est mon rôle d'éducateur? Si je ne peux pas dire que normalement, un voleur devait être confié au procureur et jugé, et que ce n'est pas bien de les brûler. Voilà, moi, là où je continue à être embarrassé. Pour le voleur, par exemple, c'est clair. Je parle juste pour le voleur. On peut dire, selon l'article X du Code pénal, voilà ce qui est prévu. Je pense que c'est pour moi la description et du fait de se baser en fait sur des éléments légaux, entre guillemets, de droit et tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir placer en notre description, je ne trouve pas mal en soi. C'est-à-dire, par rapport à ce volet, on peut se dire, c'est dans l'article 37 du Code de procédure pénale, voici ce qui est en cours. Et là, ce n'est pas une opinion, c'est sur la base de la loi. Donc, c'est un peu la complexité parfois de la thématique et c'est la passion même de ce débat que nous sommes en train de voir parce que ça mérite d'être posé, ça nous permet nous-mêmes de documenter et de trouver des points communs pour au moins qu'on évite, peut-être moi je peux avoir une perception peut-être un peu moindre, mais en discutant, ça peut ouvrir en fait à des thématiques même de recherche parce que ça mérite quand même que cela soit discuté. Je rappelle aux participants, participantes et à ceux qui nous suivent sur Facebook et qui nous gratifient de nombreux commentaires. Il y a de nombreux commentaires voilà, sur vos interventions dans la vidéo en direct sur Facebook. Nous allons continuer, mais nous rappelons aux participants qui ont des questions de les poser dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Et si vous avez des questions, comme je le dis, même pour ceux qui nous suivent en direct sur Facebook, vous pouvez les soumettre dans les commentaires sous la vidéo. On continue. Monsieur Gérard, je vous disais ceci aussi au début de ce webinaire. Je crois que pour la thématique de faits et opinions, on va vraiment organiser un webinaire en bonne et due forme et en parler pendant 1 heure s'il le faut. C'est très important parce que ça fait participe à l'enjeu même de ce métier. C'est un métier qui se pose beaucoup de questions aujourd'hui. On a beaucoup de désinformation. On a cette campagne qu'on lit comme la mésinformation, la désinformation et la désinformation même. Comment lutter contre
ces dangers, c'est justement pourquoi on voit beaucoup plus une montée des fact-checkers sur le continent, puis ils sont là pour fact-checker, vérifier les faits. Mais comme je le dis encore une fois, on ne va pas trop entrer, on va s'arrêter ici et avoir l'occasion d'en revenir un peu plus tard. La question que j'aimerais vous poser, Monsieur Gérard, ce dont je fais référence, ce dont nous avons parlé en début, c'est aussi cette habitude des journalistes à la fin des articles de dire nous y reviendrons, mais ils ne reviennent jamais. Vous lisez un article sur un fait et peut-être que cet article mérite de longs paragraphes ou bien mérite même d'en faire un dossier. Le journaliste s'arrête à deux, trois paragraphes et on vous dit nous y reviendrons. Est-ce que ça, encore une fois, c'est une faute ou plutôt une erreur, mais quel conseil vous donnez aux confrères qui peut-être ont l'habitude de ces pratiques? Bon, ben, je pense qu'il y a des confrères qui font du marketing. En écrivant, nous y reviendrons. C'est juste du marketing pour que demain, vous ayez encore chercher son Mais canard. est-ce que c'est une bonne chose? Ben, je pense que non. Même s'il a dit qu'il ne faut pas dire ses opinions. Je pense que ce n'est pas très honnête de le faire et ce n'est pas très professionnel. Mais ce qui nous arrive souvent dans nos pays, c'est que euh, on fait une enquête ou bien on fait un reportage, on se bute sur de la rétention d'informations, par exemple, ou bien on se bute sur le fait qu'on n'ait plus de moyens pour continuer ces enquêtes, où il y a tellement de choses. Donc, maintenant, la question, est-ce qu'il faut promettre et ne pas tenir ses promesses ou bien s'abstenir carrément de promettre? Ben, to be or not to be, that's the question. Être ou ne pas être, c'est un peu ça. On est dans la journée de la philosophie, apparemment. Je crois quand même que je le fais moi aussi, et c'est un choix. On se dit, on promet qu'on va y revenir, quitte à s'excuser après, dire, ben, nous sommes désolés, nous n'avons pas pu le faire. Et je crois que nos lecteurs n'ont pas grand-chose contre cela. C'est personnel. Je ne sais pas si faut vous poser cette question, Monsieur So. Moi, en tant que journaliste, il m'est arrivé de faire des erreurs. Mais vous, est-ce que vous êtes aussi arrivé de faire une erreur en tant que journaliste? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est ce que je disais au début. Ça arrive pendant la Est-ce que vous pouvez journée. partager avec nous une de vos erreurs, les Euh, leçons que vous avez pu en alors, tirer? l'erreur qu'on a, je dis qu'on a commise parce que c'était une équipe en fait, puis qu'on travaille en équipe. L'erreur qu'on a commise en fait, c'est le fait d'avoir publié une version. En fait, on avait deux versions. Ce qu'on a écrit La connexion. l'article, dans la première partie, c'est-à-dire dans l'autre document, on avait un autre document. L'erreur qu'on a commise, c'est le fait d'avoir publié la version du papier qui n'a pas été recoupée. Et quand on s'est rendu compte, on se dit, mais là, ouais, ça c'était une erreur en fait, parce que nous n'avons pas prêté trop attention à la version du papier. Mais le lendemain, nous sommes revenus là-dessus en mentionnant, effectivement, il y avait une erreur ici. Nous, on le fait dans nos articles en fait. C'est-à-dire, on a commis cette erreur, voilà ce que nous avons rajouté par rapport à la version antérieure et qu'on repartage encore sur nos canaux pour nous permettre véritablement de dire, OK, voilà l'erreur, voilà ce qui existait avant. Donc, ça arrive, mais ça dépend vraiment aussi de la résilience, entre guillemets, dans la rédaction. Parce que si le soir, on n'essaie pas de revoir nos pratiques journalières, je ne pense pas que l'on puisse s'en rendre compte des erreurs. Ça peut rester une, deux, trois, quatre fois, cinq fois, mais si on ne regarde pas le soir ce qu'on a fait dans la journée, ça peut ne pas aboutir. Monsieur Gérard, en 2010, vous publiez une lettre ouverte aux journalistes dans laquelle vous dénonciez ce que j'appelle un certain nombre d'erreurs que nous commettons en tant que journalistes. Vous disiez dans votre lettre, je cite, que au lieu d'être des éclaireurs pour nos peuples, des repères, des porteurs de lumière, nous, journalistes, nous les mélangeons, nous leur mentons, nous les tournons en bourrique, nous manipulons la vérité pour servir des maîtres. Et vous allez plus loin en disant même que, en tant que journaliste, nous travestissons parfois la réalité. Oui, mais Des c'est erreurs ça. graves, n'est-ce pas?
Erreur grave, erreur triste. Mais là, vous me rendez triste, je l'avoue, parce qu'au moment où j'ai écrit cette lettre ouverte, j'avais perdu un ami très sincère Ouais, qui était journaliste. On n'était pas du tout du même bord, ouais. mais on était amis quand même. On ne partageait rien en matière d'opinion, mais on était amis. Et donc, à son décès, je n'arrivais pas à dormir à 3 heures du matin. J'ai pris mon PC, j'ai écrit. Et je me rappelle qu'à l'Assemblée nationale, les députés s'étaient partagés cette lettre. Un député m'écrivait, mais Gérard, en ce moment, tout le monde est en train de lire ta lettre. Ça me rend triste parce que c'est un décès, c'est une perte énorme. Bon, je veux dire seulement que nous faisons beaucoup de choses, nous, en tant que journalistes, parce que nous avons un pouvoir. Nous avons le pouvoir informationnel. Nous pouvons influer sur les gens. Nous pouvons leur dire des contre-vérités parce que nous ne sommes pas souvent touchés. Mais quand il arrive que ces contre-vérités, ces manipulations que nous propageons parfois par malice venaient à jouer un effet de boomerang ou bien un effet de ballon que nous avons lancé contre un mur et qui nous revient à la figure, alors nous ressentons vraiment ce que ça peut vouloir dire pour les autres. Et ça me permet, je suis content parce que vous me rejoignez un peu sur mon angle que j'ai choisi, à savoir la violence. Parce que souvent, nous sommes cause de violence, nous sommes cause de malheur des autres. Et ça, nous devons nous abstenir de le faire. Faire des erreurs, on n'en finira jamais. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes imparfaits. Et je me demande même si les anges même ne font pas des erreurs. Mais ce qui est terrible, ce qui est mauvais, c'est faire des erreurs sciemment et se dire, je m'en fiche que ça nuise aux autres ou non. Moi, je veux mon sou. Moi, je veux ma célébrité. Moi, je veux conserver mes amis politiques. Ça, je ne serai jamais pour. Je prie Dieu pour qu'il me donne toujours cette force-là. Voilà. Vous me rendez aussi triste, Monsieur Gérard, en rappelant, parce que c'est un confrère qu'on a perdu et c'est au nom de la corporation, on est toujours touché, même lorsque d'ici de Lomé, on entend qu'il y a un journaliste qui est décédé, que ce soit à Gaza ou quelque part, d'une manière ou d'une autre, forcément, au nom de la solidarité ou de la confraternité, on est quelque part touché. Mais revenons encore à cette thématique. Il y a vraiment assez d'erreurs qu'on peut lister ou énumérer, mais je veux qu'on revienne encore sur celles qui sont les plus courantes et que nous remarquons assez souvent. Monsieur So, il peut arriver qu'une rédaction décide de ne pas aborder un sujet parce que la rédaction a un avis tranché, un jugement qu'elle émet sur peut-être un fait ou sur une thématique donnée, que se dit, nous n'allons pas couvrir cette thématique alors que peut-être que c'est une thématique qui pourrait intéresser des audiences. Euh, Est-ce que ça aussi relève d'une erreur? Priver ses lecteurs d'une certaine information parce qu'on ne fait pas un avec cette information. Parce que notre jugement, notre conviction ne nous permet pas de traiter ce sujet. Alors, moi, à ce niveau, je ne dirais pas que ça c'est une erreur ou une faute. Moi, je chercherais plutôt la cause. Qu'est-ce qui fait qu'en sorte que X média décide de ne pas traiter X sujet? Et d'où la question du modèle économique. Si aujourd'hui, vous prenez les médias togolais, les médias guinéens, dont il y a un partenariat, un exemple juste avec Canal+, et que vous décidez de vous attaquer à une filiale du groupe de façon générale, parfois vous avez des répercussions sur votre propre modèle économique parce que vous avez des clauses partenariales quand même qui impliquent parfois un certain soutien, comme on le sait dans le milieu. Et donc, moi, ça, c'est beaucoup plus la cause du refus que je cherche que d'attribuer une quelconque erreur commise de façon générale à l'ensemble d'une rédaction. C'est vrai, à l'interne,
pouvez avoir des gens qui décident quand même de traiter. Parfois, ils peuvent traiter, demander à d'autres confrères de les publier. C'est possible, moi j'ai vu sur un certain nombre de sujets. Mais dire que le média en tant que tel va traiter le sujet, c'est rare. Parce que si l'intérêt, en quelque sorte, parce qu'on parle d'une entreprise de vraiment influe sur les ressources, c'est ce qui pose le problème. Donc, je ne vois pas ça comme une erreur. Je ne sais pas comment on parle, pense Gérald, mais je ne vois pas ça comme une erreur. C'est plutôt une pression, en quelque sorte, je vois autour de une pression pécuniaire, en quelque sorte. C'est ça. Monsieur, Monsieur Gérard, vous avez une longue année de pratique en journalisme. Quelle erreur peut commettre un journaliste lors d'une interview? Quelle peut être une erreur courante? Vous participez aussi parfois, je ne sais plus maintenant si vous participez encore à des conférences de presse. Euh, Vous avez toute l'équipe et vous déléguez vos équipes sur le terrain. Mais dites-nous, pour les journalistes qui vous suivent, il y a encore de jeunes praticiens. Quelle peut être une erreur qu'un journaliste peut commettre sur un lieu de reportage ou dans un lieu ou en pleine conférence de presse? Quelles sont les erreurs éventuelles que vous pouvez peut-être partager avec des confrères? Ça devient franchement des conseils hein, que vous offrez aux journalistes pour éviter d'éventuelles erreurs. Oui, mais si vous me permettez, en 2 secondes, je vais revenir, je vais compléter ce que mon confrère a dit. Et en parlant de ne pas traiter un sujet, je crois que parfois aussi, c'est un problème de ce qu'on appelle la cognition. Vous savez, je vais donner un exemple très banal. Nous voyons une jolie table dans la rue. Quelqu'un peut dire, mais dis donc, elle a une belle forme. Et quelqu'un peut dire, mais elle a porté une jolie robe. Dans la tête de chacun, il y a quelque chose qui se passe. Si pour moi, c'est la robe qui est la plus importante, je ne vais voir que la robe. Si pour l'autre, c'est le physique, la silhouette d'un être humain qui importe, il va voir la silhouette. Donc, je crois que parfois, nous ignorons des sujets par intérêt. Je prends un exemple très simple. Je suis à Paris, je vois un noir dans le bus et il est victime d'une petite scène de racisme. Moi, en tant que journaliste africain, togolais, ben, je vais mettre ça dans mon canard rapidement parce que je suis noir. Mais un journaliste blanc peut ignorer royalement ce fait parce que, bon, ben, ça ne lui dit rien. Donc, c'est parfois par intérêt aussi. C'est pour dire que nous, les journalistes, nous demeurons des humains. C'est pour ça que nous commettons aussi des erreurs. Nous avons des insuffisances et de ces carences-là qui sont liées à notre nature humaine. Nous ne sommes pas des super-hommes. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Maintenant, sur le lieu d'interview, je l'avais déjà dit, ben, il y a un problème de compétence, malheureusement. Et en général, un journaliste qui est compétent et qui est cultivé, ben, sur un lieu d'interview, s'il n'est pas corrompu, s'il n'est pas complaisant, je ne vois pas pourquoi il va faire une mauvaise interview s'il maîtrise son sujet. Si en conférence de rédaction, il en a parlé avec ses confrères avant d'aller sur le terrain. Donc, disons que le tout se résume à la compétence en général, mais aussi à cette fierté de faire ce métier sans complaisance. Je ne sais pas si ma réponse elle vous satisfait. Oui, nous sommes aussi déjà presque vers la fin de cette session. Je vais juste lire quelques commentaires sous la vidéo en direct dans notre groupe privé sur Facebook. Milo Milford, journaliste haïtien, il dit, je pense que le journalisme a résolu le problème. Il y a des gens pour faire état des faits, il y en a pour les opinions. La nouvelle, c'est des faits, l'édito, les opinions. Le journaliste ivoirien Serge Adam qui dit que le journalisme admet des opinions, mais pas dans tous les genres, sauf qu'il ne soit pas mélangé aux faits. Dès ce temps, on parle de confusion de genre. Euh, Nous sommes presque à la fin de cette session.
Je pense que s'il faut parler des erreurs dans les erreurs commises par les journalistes ou les erreurs les plus courantes, on n'en finira pas. Il y a énormément, il y en a assez. Mais est-ce qu'il y a quelques-unes que vous auriez encore voulu partager avec des confrères et comment s'en prémunir avant qu'on ne termine cette session? Ah ben, vous Un l'avez instant, si vous permettez, il y a une question d'un confrère tout à l'heure que je vois dans la boîte de chat, Paulin Aganzé, qui demande, est-ce que l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle n'est pas aussi une erreur commise par les journalistes actuellement? Alors, par rapport à l'utilisation, abusive de l'IA, euh, je vois pas des erreurs. Certes, peut-être ça peut venir au niveau des gens qui n'apportent pas une plus-value à ce qu'ils trouvent déjà à travers l'IA. Je prends un exemple. Vous cherchez une proposition, c'est-à-dire une sorte de storyboard pour votre documentaire. Vous allez dans ChatGPT, vous y mettez. Après, vous copiez comme ça. Vous ne faites pas un effort intellectuel supplémentaire pour réajuster et adapter au contenu. Là, c'est beaucoup plus, je dirais, c'est pas des erreurs, mais c'est c'est un problème d'adaptation, je dirais plus pour moi, parce que quel que soit l'outil que nous avons, il faut mettre l'humain, il faut mettre notre cerveau en amont. Ce sont des outils que nous-mêmes, les humains, nous alimentons. Et donc, si nous les alimentons après et décident encore plus, ces outils décident plus à notre place, il y a un problème. Pour répondre à ta dernière question, moi, je dirais plus par rapport aux erreurs. C'est que c'est de toujours euh, douter, douter, douter. Prendre du recul par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Comme l'a dit Gérard, nous sommes des humains. Nous sommes amenés à commettre des erreurs, mais lorsque ces erreurs se transforment en de fautes récurrentes, il y a un problème. Et il va falloir comprendre que le métier que nous pratiquons évolue, accepter de se mettre à jour, accepter lorsque nous traitons un sujet en lien avec le volet juridique, utiliser les vocables appropriés, questionner ces mêmes vocables et de ne pas se fier uniquement à des jargons spécialistes sans nous-mêmes comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Donc, apprendre, apprendre, prendre du recul, mettre en avant notre responsabilité sociale et encore enfin, dissocier les faits des opinions, bien que cela soit une question philosophique. Vous revenez toujours sur les faits et les opinions. Monsieur Gérard. Oui, concernant cette question, je pense que la réponse est dans la question et l'utilisation abusive. Mais tout ce qui est abus, ce n'est jamais bien. L'abus d'alcool, l'abus de nourriture, l'abus de travail, ce n'est jamais bien. Donc, c'est l'abus qui est un problème. Mais l'intelligence artificielle en tant que telle, je crois que c'est un outil formidable ben, pour faire du meilleur boulot. Vous n'allez quand même pas demander à un Africain aujourd'hui d'aller moudre son maïs avec une meule à la main, alors que nous avons les moulins électriques ou bien les moulins mécaniques. Ce serait un recul terrible. Donc, nous avançons avec la technologie et c'est une bonne chose que les Africains se soient appropriés rapidement cette technologie. Mais seulement, je vais dire que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le jugement humain. Moi, chaque fois que mes journalistes utilisent l'intelligence artificielle, et c'est sans prétention, je le sais toujours, un article écrit avec l'intelligence artificielle, il suffit que je lise le tiers, je sais que ça, il faut togoliser ça, parce qu'il y a un décalage entre nos réalités et ce que l'intelligence artificielle a pu glaner sur, comment on dit, sur l'Internet. Et donc, utilisons cet outil formidable, mais utilisons aussi abondamment notre intelligence de situation ou bien de la situation, comme on dit. C'est-à-dire que si je suis guinéen, quand j'écris un article, qu'on sente que ça, c'est un Guinéen, que mon confrère guinéen,
le citoyen guinéen sache que ça, c'est un confrère. Quand je suis togolais, qu'on sente que celui-là, il n'est pas déconnecté des réalités, de son environnement. Quand l'intelligence artificielle écrit, il y a déconnexion entre les réalités et l'article. Moi, je le sens, je le ressens toujours. Alors, j'invite les gens à beaucoup travailler en 2 secondes, hein, mais j'invite aussi les autorités à mettre beaucoup plus de moyens à notre disposition. Mon confrère So, il a plaidé pour les journalistes brillamment. C'est très bien. Mais on va travailler, c'est vrai, on va lire, on va se cultiver. Mais quand vous manquez de moyens, quand vous vivez dans des conditions difficiles, mais comment est-ce qu'on peut faire du bon travail? Ça, c'est un problème qui se pose beaucoup en Afrique quand moi je cause avec les confrères. Il faut qu'on nous donne des moyens, des bibliothèques, de bons ordinateurs, de bons salaires, un environnement serein où il n'y a pas beaucoup de bruit pour se concentrer, écrire. Il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est une réalité que nous, on vit. Merci à vos chers confrères Gérard et So. Gérard, Monsieur Gérard Wisson, le directeur de publication du journal SICA. So, les cofondateurs et directeurs aussi de publication de Guinée Tchèque. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ces aimables conseils que vous avez partagés avec les confrères. Merci pour la qualité aussi des échanges. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci aussi aux confrères, aux consoeurs qui ont réagi dans le groupe privé sur Facebook et à ceux et celles qui nous rejoignent et qui viennent de poser des questions. Le débat reste toujours ouvert, le débat il est entier, le débat ne se puise pas. On continue de discuter dans nos différents forums et aussi dans nos groupes de conversation collective. Merci en tout cas pour chacun de vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à cet événement. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi et bon séjour, Monsieur Sow, en terre dakaroise. Merci. Merci. On remet ça quand? Salut. Au revoir. Merci. Bye.